La circulation et la consommation des drogues en milieu jeune au Cameroun ont atteint la cote d'alerte. D'après les chiffres rendus publics par le ministère de la Santé publique, 60% des jeunes âgés entre 20 et 25 ans ont déjà consommé une drogue au moins une fois dans leur vie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de la santé sur Canada International. Et pour la première de la nouvelle saison, Check-up a décidé de s'intéresser à la toxicomanie. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Nous allons tout au long de cette émission nous entretenir avec notre spécialiste et donner la parole à deux jeunes toxicomanes qui aujourd'hui suivent des séances de désintoxication pour pouvoir retrouver leur vie d'avant. Allons à présent découvrir qui est notre invité. Nous sommes à présent avec notre invitée, Madeleine Kamagné-Bobda. Elle est psychologue en psychomotricité. Elle s'occupe également de la prise en charge des jeunes toxicomanes. Alors, Madeleine, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser un jeune à consommer une drogue? C'est une très belle question que régulièrement j'ai souvent répondu à cette même question. Le comportement qui peut permettre à un jeune de se droguer, ce n'est pas le jour qu'il prend la drogue que ce comportement est né. La drogue, parfois, c'est les amis qui disent si tu prends ceci, ça va augmenter la capacité de pouvoir faire face. Et lui qui avait déjà des pressions au niveau de la famille, il passe seulement à l'acte. Ce n'est pas qu'il est né pour consommer la drogue, non. Il est d'abord peut-être parfois abandonné à lui-même. Quand il pose des actions, il est repoussé, il n'est pas compris, il n'a pas d'amour, d'affection autour de sa famille. Mais la famille est toujours en train de dire que j'ai tout fait, d'après quand nous sommes en face des familles, et il y a des causeries souvent que j'ai trop fait pour cet enfant, qu'est-ce qu'on attend encore, qu'est-ce qu'il veut, machin. Donc nous avons élevé cette force de famille qui parfois lèse les enfants. C'est-à-dire la famille est beaucoup plus élevée que l'enfant qui fonde cette famille-là. Alors, la famille doit se rabaisser au niveau de l'enfant. Pour tous les soins psychologiques ou psychothérapeutiques en plus, il faut entrer dans la relation de l'autre. Il ne faut pas compter que sur vous, vous êtes thérapeute, c'est lui qui va m'écouter. Non, c'est lui qui veut qu'on l'écoute parce qu'il est en déphasage avec la réalité. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez combien de jeunes dans votre centre qui suivent des séances de désintoxication? Plusieurs méthodes de médiation corporelle. Donc, pour la réalité, les cures désintoxicants ne sont pas les mêmes choses et ne produisent pas les mêmes effets que la thérapie psychomotrice. Oui. Actuellement, nous avons déjà plusieurs jeunes qui ont reçu les séances de suivi thérapeutique et pour la plupart du temps, quand l'enfant réussit à retrouver son école, on le suit jusqu'à ce qu'il retrouve son autonomie. Avant de poursuivre notre entretien, je vais vous inviter à aller regarder ce reportage dans lequel deux jeunes toxicomanes, bref, deux jeunes qui ont été toxicomanes et qui aujourd'hui ont décidé de sortir de cet engrenage et qui suivent des séances de désintoxication pour retrouver leur vie normale. Ils s'expriment dans ce reportage qui suit. On regarde.
Fumer une cigarette pour s'amuser et faire comme les autres peut finir par devenir plusieurs cigarettes, voire des drogues, au point où on en devient accro. C'est le cas de nombreux jeunes aujourd'hui. Beaucoup commencent à fumer à l'école, dans la cour de récréation, juste par défi, face à un camarade parfois trop prétentieux à qui on veut montrer qu'on est aussi capable. J'ai 27 ans et pour que je tombe dans la drogue, ça s'est passé d'une manière spéciale. J'étais très corpulent, j'étais très gros en fait. Et certaines mauvaises connaissances m'ont conseillé me dire ah non, viens, si tu fumes un pétard, ah ça va aller, tu vas voir, au fur et à mesure tu vas fumer des pétards, ça va te faire diminuer le corps et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés au ghetto, moi je ne fumais pas. Mais étant donné que j'étais corpulent, c'est tout le monde qui se moquait de moi, ma corpulence, mon gros corps et tout. Et du coup j'ai commencé à fumer. Le premier jour, c'était la fumée et la fatigue. Mais au fur et à mesure que je fumais, je me rendais compte que mon cerveau que je diminuais et j'ai continué dans cette lancée-là. J'ai continué dans cette lancée jusqu'à peut-être plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Et j'ai changé parce que vous savez, la drogue c'est étape par étape. C'était d'abord le chanvre, après c'est devenu la drogue dure, le crack, la cocaïne. Ouais. C'est là où j'ai glissé encore. Et là c'était pourquoi? C'était parce que c'était par suivisme. J'étais déjà dépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme moi j'avais un boulot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matin, avant d'aller au boulot, il fallait que j'aille d'abord fumer. Tous les matins, c'était comme ça. Avant d'aller au boulot, il faut que j'aille fumer. Le soir, à midi, avant d'aller manger, la pause, il faut que j'aille fumer. Le soir, avant de rentrer. Tu te procurais tout ça, le crack, la cocaïne, c'était... Ouais, il y a les quartiers. Il y a les quartiers où ça se trouve. On trouve ça. Ouais. C'est quel quartier on vend tout ça? On vendait ou on te donnait? Non, on vendait. Il y a des quartiers comme Makéa. Et on vend ça là-bas. Ouais, je travaillais. Donc, avec mon salaire, je m'organisais de telle sorte que c'est peut-être en 7 jours, je peux fumer 5 fois. Et ça pourrait te coûter combien? Par jour, au moins 10 000. Au moins. Ok, bon, je me suis retrouvé dans la drogue plus par curiosité qu'autre chose. Donc j'étais dans un milieu où il y avait pas mal de personnes qui fumaient des fois et moi je n'avais jamais franchi la ligne. Donc une fois par curiosité, j'ai demandé à l'un d'entre eux de me donner un peu de chanvre et tout. Et nous n'étions que deux d'ailleurs justement, donc on a fumé un filon, tous les deux. Donc ça, je me rappelle, c'était la toute première fois. Et c'est l'ami d'un ami en fait. Et bon, moi je ne le voyais pas quoi. Donc j'allais, il y avait un intermédiaire entre nous et tout. Et lui-même, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas revu. Non, déjà non, ça ne me trouve pas le cerveau, non, non, pas du tout. Au contraire, plutôt, j'avais des sens aiguisés. Et surtout, quand on fume et qu'on écoute de la musique, en fait, ce genre d'expérience, c'est ce que j'appréciais le plus. Donc un filon, et puis s'il est vraiment blindé, si je n'ai fumé que de la drogue, par la suite, je mélangeais un peu à du tabac. Donc tabac et chanvre. Question d'atténuer un peu l'effet. Ces deux jeunes ont pris conscience de l'engrenage dans lequel ils se trouvent et ont décidé de suivre une thérapie pour se désintoxiquer et arrêter d'être accro à ces stupéfiants. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour essayer de me désintoxiquer. Et je suis venu de mes propres pieds, mais sans vous mentir, il y a le syndrome de manque qui est là. Mais avec la volonté de Dieu et la foi des médecins et la mienne aussi, je pense que ça va aller. C'est à la demande des parents parce que ça fait déjà plus d'1 an. Ils souhaitent que je me fasse soigner et tout, machin.
Donc ce coup-ci, ils ont bien réussi à m'amener déjà sur les lieux et puis ils sont rentrés à la maison sans que je n'ai connaissance du fait qu'ils se barraient. Donc je suis resté là dans le centre et je me suis dit bon, pourquoi pas. Je l'ai pris de bon cœur et puis bon, j'ai accompli le nombre de jours que j'avais à accomplir. En principe, donc c'est demain que je serai libéré. Ici au centre, j'ai senti mon corps revivre en quelque sorte, recouvrer un peu de force et tout, ça m'a fait plaisir. Bon, tel que je me connais, je sens que je ne pourrais pas arrêter tout d'un coup comme ça. Il faudra vraiment que je me fasse violence. Donc je vais sérieusement remettre le niveau de consommation vers le bas, quoi. Et ta vie amoureuse, ça avait un impact sur ta vie amoureuse? Non, du tout. Déjà, j'en ai pas de vie amoureuse et tout. Je suis un célibataire. Les parents sont souvent désemparés face à leurs enfants qui se droguent et les mamans sont celles qui les accompagnent chez des spécialistes. Ces 12 millions de jeunes scolarisés âgés de 13 à 15 ans au Cameroun qui consomment les drogues telles la cocaïne, le tramadol et bien d'autres encore. Mais il faut dire que la drogue la plus consommée au Cameroun par les jeunes est le cannabis. Et pourtant, c'est la drogue la plus dure. Après ce reportage, Madeleine, on va poursuivre notre entretien. Dis-nous, dans quel état arrivent souvent ces jeunes-là qui viennent vous voir pour des séances, pour qui veulent retrouver, comment je vais dire, leur vie d'avant? Est-ce qu'ils sont souvent dans un état conscient? Est-ce qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils disent? Conscient. Sauf que la conscience est mélangée des irrégularités. La réponse à une question Y peut se répondre les mêmes questions sans s'en rendre compte qu'il a déjà répondu à la même question. Il y a des dichotomies dans la manière de se comporter. Il y a plein de choses et il ne bagarre pas. Comme il peut bagarrer, ça dépend de comment vous le prenez. Parce que quand vous prenez ces enfants, il faut être beaucoup plus à l'écoute qu'à poser des questions. Dans tous les cas, que ce soit le plus grand drogué, il y a ce qu'on appelle la technique d'approche. Il y a tout ce qui est propre aux professionnels pour l'amener à écouter. Quand on pose des questions à un enfant qui a déjà commencé à prendre du crack, comme ils appellent le plus souvent, il vous regarde dans un regard inexpliqué et lui seul peut réagir. Ça dépend comment son comportement peut changer d'un moment à l'autre. Oui, d'accord. Et est-ce que la majorité vont souvent jusqu'à la fin du traitement ou beaucoup font des fugues? Je n'ai pas encore recensé le cas de fugue parce que pour maintenant, le cadre ne donne pas la possibilité de les hospitaliser parce que quand on parle de fugue, ça veut dire qu'il est suivi de bout en bout de la nuit, le matin, bref. Et quand on prend la possibilité de les mettre la pression, ils peuvent fuguer. Parce que fuguer veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se sent pas dans sa peau. Ce n'est pas parfois le problème de drogue qu'il a pris exactement qui leur donne la possibilité de fuguer. On a souvent l'art de penser que parce qu'il prend la drogue, il y a une sorte de pression, une sorte de canalisation qui doit le maintenir à votre aise de suivi médicamenteux ou thérapeutique. Il faut lui donner un minimum d'autorité intime en lui-même. Et c'est sur ce qu'on pêche la possibilité d'aller au fond de l'activité thérapeutique. Parce que quand il sent qu'on lui a donné une petite confiance, c'est sur cette confiance qu'on table les réalisations thérapeutiques. Alors, vous l'avez dit, vous n'internez pas ces patients dans votre centre. Alors, comment vous faites pour contraindre ceux qui ne veulent plus poursuivre les séances à le faire? Je prévois tout cela parce que quand je prends un enfant, je lui donne d'abord
OK, mon téléphone est ouvert minuit, matin. Si vous avez l'envie de fumer, vous m'appelez, je vais vous dire ce qu'on va faire. Et quand on donne cette confiance, on le laisse, on suit un peu de manière, on laisse, ils ont confiance et quand ils ont la sensation de vouloir fumer, ils vous appellent. C'est quand ils fument que les choses se dégradent automatiquement au niveau de la famille. Et en ce moment-là, il y a création de la panique. Comment devrait se comporter un parent face à un enfant qui se drogue? En d'autres termes, quelle devrait être la réaction d'une maman, d'un papa qui voit son fils consommer des drogues pour se détruire? Mettez-vous à la place de ce papa. Il y a d'abord ce qu'on appelle le choc émotionnel. Le papa déjà commence à se culpabiliser. Il se culpabilise, mais il ne veut pas que l'autre en face sache qu'il se culpabilise. Il voudrait que l'autre en face, avec lui, continue à marteler sur l'enfant pour que lui, il se sente un peu, c'est-à-dire il est soutenu. Le papa voudrait, ou bien la maman du tout. Parce que quand le comportement est en déphasage avec la réalité, ça veut dire que sans vraiment vouloir offenser les parents, parce que nous sommes tous des parents, le parent a été souvent absent dans son rôle de parent. Absent dans quelle mesure? Parfois, l'enfant est à l'école, on sait qu'on a payé la pension, on ne demande pas comment ça se passe à l'école, ou bien quand on veut demander, c'est avec un grondement à la hauteur de plus élevé que l'énergie de l'enfant en lui-même. Et tout ça, le parent ne quantifie pas ce que ça peut créer dans son petit cerveau. Parce que, quelle que soit l'ignorance, ou la capacité intellectuelle, ou la bêtise, ou la folie, l'enfant reste l'enfant qui réclame cet amour-là. Et le parent n'a pas de choix. Il va lui donner cet amour, sauf s'il ne vit plus. Bon, quand le parent va offrir cet amour à l'enfant, dans son petit cœur, il sait qu'il offense son parent, mais il n'a plus de force personnelle de sortir dans cette souffrance. Bon, le parent va vraiment, si on peut dire ça, et que nos parents comprennent ça avec beaucoup de difficultés, quand on prend un enfant en charge, on prend aussi le parent en charge. On n'a pas de choix. Parce que le plus souvent, l'enfant est braqué contre sa maman. C'est souvent la maman qui est la cible à atteindre. Pourquoi? Parce que au moment où la maman devait dire que ça ne va pas, c'est la maman qui a cajolé. Et en cajolant, c'est tout à fait normal, mais elles vont peut-être au-delà de réglementation normale. Quand je parle, je regarde par exemple les jeunes enfants, petites filles qu'on met des greffes de 5 mètres sur leur tête, on leur met des rouges à lèvres à ce petit âge. C'est la maman. Et où le garçon a déjà des coiffures torsadées sur le cerveau à 4 ans, on ne doit pas attendre 15 ans pour lui dire qu'on ne fait plus ça. Si vous avez engagé, soyez sûr que vous avez les moyens jusqu'à la fin des temps. Mais sachez que c'est un enfant gâté en ce moment, parce que vous avez éteint son espoir du développement. Lui, il n'a pas la capacité de pouvoir se défendre, parce que l'argent ou bien la pensée de la maman est venue détruire les forces du développement intérieur que chaque individu doit mettre sur pied pour pouvoir se sentir humain. Parce que être humain, valoriser ce mot, c'est avoir la capacité de créativité, avoir la capacité de faire quelque chose que l'autre doit dire merci. Tu as bien fait ceci. Même parfois pour l'encourager. Mais il faut déjà qu'il puisse réaliser quelque chose. Quand tu n'as pas la capacité de réaliser, tu restes un éternel drogué. Donc, si je comprends bien, les parents ont leur part de responsabilité dans cette situation-là. Le caractère du parent doit être affectif. Le caractère doit être affectif. Le parent ne doit pas être plus fâché que l'enfant. Le parent doit constater, c'est un choc, c'est vrai, mais le parent à un niveau doit avoir
un comportement de demande. C'est-à-dire, il sait même que l'enfant n'accepte plus sa place, mais il ne va pas tout le temps rejeter sur son visage, bon, j'ai fait ceci, tu ne changes pas. Dans la plupart du temps, de l'enfant X à l'enfant Y, et il faut voir quelles sont les relations, et puis les réseaux sociaux et la télévision à une certaine heure, et des émissions aussi qui favorisent ces comportements de la dernière heure là. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas citer parce qu'il faut vraiment lister, et la liste est grande. Marquant le second arrêt, Madeleine, de cette émission pour aller prendre toute l'actualité relative à la santé durant cette semaine, et c'est Junior Hossein qui nous les donne dans la page actu de Check-up. On regarde. Bonjour à tous et bienvenue dans la page actu de Check-up. Cette semaine a été célébrée la journée mondiale de la canne blanche. Occasion pour les personnes déficientes visuelles de poser leurs difficultés, mais également de sensibiliser sur le décodage des signes de la canne blanche. Voilà, pendant que je vais traverser la route, je lève ma canne blanche tenue par la main droite, la main gauche je la lève et la paume de main ouverte en signe de stop. Quand je constate que les véhicules se sont arrêtés, j'avance légèrement mon pied gauche et je baisse ma canne du côté droit. Et je m'engage à traverser gauche-droite. Quand je finis de traverser la chaussée, je baisse la main gauche qui était en signe de stop et je fais un cercle de sécurité autour de moi. Là, c'est pour détecter s'il n'y a pas d'obstacle. Et quand j'ai fini de traverser la route, je joins mes talons, les pieds sont ouverts en signe de V, la canne au milieu de la canne et les paumes de main au-dessus de la canne, l'index regardant la chaussée. J'attends un taxi parce que je ne distingue pas. Puisque je ne vois pas, je ne sais pas la voiture qui passe devant moi. Et pendant que je traversais la route et que j'ai constaté que le véhicule continue à passer, je ne dois pas paniquer. Ou je suis devant un caniveau que je ne peux pas traverser, je suis en danger. Je lève ma canne maintenant, là est tenue par la main gauche en ce moment. Là je suis en danger, au secours j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Alors pendant que je me rendais par exemple à l'église, j'ai été mal positionné par la moto, le taxi. Je me suis égaré. Alors je me tiens droite, la canne le long du corps. Ici, j'ai besoin d'un renseignement. Voilà les quelques signes de la canne blanche. Pour se procurer une canne, c'est vraiment un serpent de mer parce que les cannes sont fabriquées à l'extérieur et il faut les commander. Et les cannes sont vraiment onéreuses. Pour la plus moins chère, elle vous revient à 40 000 francs CFA. Une autre journée célébrée cette semaine, celle du lavage des mains avec du savon, car c'est prouvé, c'est une règle d'hygiène principale qui permet de se mettre à l'abri des maladies diarrhéiques, comme le choléra et la dysenterie. On préfère sacrifier notre santé, comme on dit ça. On a également célébré cette semaine la journée mondiale de la ménopause. Contrairement à ce que certains pensent, la ménopause n'est pas une maladie, mais un phénomène naturel qui marque la fin de la période de reproduction chez la femme, avec la cessation des menstrues et du cycle hormonal. Elle survient autour de 50 ans, bien qu'il y a celle chez qui elle apparaît à 45 ans et à 60 ans, on parle de ménopause précoce et tardive. Et l'entrée dans cette période de la vie pour la femme n'est pas toujours sans turbulence. Il y en a chez qui elle s'accompagne de bouffées de chaleur, troubles de sommeil, de dépression et d'obésité. Pour terminer, parlons de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Pas encore une réalité dans notre pays parce que des personnes ont des réticences à donner de leur sang, à plus forte raison leurs organes, comme un rein, un foie et bien d'autres. C'est tout pour cette page actu de Check-up. Au revoir. Voilà, après toutes ces informations, pour terminer, on va parler du traitement. Il consiste en quoi dans votre centre? Quel est le traitement que vous administrez à ces jeunes-là qui veulent sortir de la dépendance? Le traitement, c'est un arsenal. C'est compliqué, c'est grand, c'est un package, comme on dit, parce qu'il y a de la relaxation dedans. Il y a la technique de PAC. Quand on parlait de technique de PAC, nous avons souvent
des enfants qui ont été trop drogués. Donc il faut les passer dans l'eau, ou de l'eau humide, ou du glaçon, ou les galets. Il y a plusieurs arsenals dans les thérapies. Galets, c'est les cailloux que vous voyez, on l'utilise même dans les salles d'esthétique, puisque ça donne un peu d'énergie, parce qu'il peut se retrouver trop fatigué, il peut se retrouver trop tonique. Il est tendu, il faut l'amener à ce qu'il se relaxe jusqu'à trouver le comportement de tonus normal. Il y a le massage, il y a plein d'activités qu'on utilise, il y a les chansons, il y a du clavier à jouer pour s'évader, pour valoriser la personnalité, il faut déjà connaître ce qu'il aimait. Le jour que vous allez constater qu'il se rappelle de ce qu'il aimait, vous commencez à comprendre que sa thérapie est en train de marcher. Parce qu'un enfant est drogué, il ne peut pas chanter. Ça, tout ce qui est bien quitte son esprit. Juste les mauvaises choses. Ah oui. La violence, les réalisations obscènes, des comportements, le mépris de l'autre, surévaluation, d'évaluer les autres, voilà le comportement d'un enfant qui a changé d'état. Et généralement, il faut combien de temps pour sortir totalement de la dépendance, pour guérir pour ces personnes-là? Pour sortir de la dépendance, le suivi doit être une union avec la famille, parce que à partir de l'instant où on prend l'enfant en charge, la famille aussi doit entrer dans la relation de thérapie, parce que même l'enfant, quand il se sèvre, les parents sont encore restés dedans. Dans quelle mesure? Ah, peut-être qu'il est encore parti consommer la drogue. À chaque fois quand vous ouvrez cette technique, quand l'enfant à son intérieur se sent guéri ou bien qu'il offre beaucoup d'énergie pour pouvoir sortir dans cette situation, vous rappelez encore à se droguer à nouveau. Parce que c'est une situation difficile, dure à vivre. Donc quand on dit il va sortir complètement, il faut que le parent, les frères et sœurs, les amis n'utilisent plus est-ce que c'est un drogué là-bas. Parce qu'il peut guérir, mais l'environnement reste drogué. Pas qu'il consomme, mais ils étaient habitués à dire que c'est un drogué. C'est un drogué. Voyez-vous, un enfant qui a pris la drogue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il ne fréquente plus. Mais il mange. Il est au milieu d'une société. Il est tout le temps avec les autres. Quand on commence à dire que c'est un drogué, c'est un terme trop facile à utiliser pour le capitaliser, pour le stigmatiser. Alors, il va falloir que lui-même, il change d'abord de milieu, parce qu'il faut qu'il revienne dans le cadre là nouveau, avec beaucoup de logique, de respect, venant d'abord de son papa, parce que le plus souvent, la maman est cible, mais le papa veut un enfant parfait. Le papa, quand l'enfant est bien, c'est son enfant. Ce n'est pas vraiment une façon de parler des papas, mais c'est ce que je constate le plus souvent. Parce que le plus souvent, c'est les mamans qui viennent au centre avec leurs enfants. Je vois rarement les papas. Et quand l'enfant commence à voir que je n'ai jamais consommé les drogues de ma vie, et je n'ai jamais fait ceci dans ma vie, et puis le terme d'être toujours en train de se blanchir, qu'on n'a jamais fait, non, il faut que le papa dise non, vraiment c'est un phénomène, et puis vraiment je suis sûre que tu vas t'en sortir. Seulement ce terme assoit l'estime de l'enfant envers son père, parce que D'accord. Merci Madeleine Bobda-Kamoyé d'avoir accepté de partager vos connaissances avec nos téléspectateurs, d'avoir accepté d'édifier les parents qui sont dans cette situation, qui ont un enfant qui se drogue et sont désemparés, ne savent pas quoi faire. Je pense que dans l'avenir, je vais organiser des conférences avec l'appui de délégués de l'éducation de base pour les enfants, pour leur parler vraiment de la chose de drogue et l'impact dans leur avenir.
Et pour le parent, le comportement de pouvoir toujours croire que c'est l'enfant qui a tort. Le plus souvent, c'est le parent qui a un problème. Et l'enfant parfois subit, parce que quand le parent ne veut pas être ami avec son enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'enfant va choisir n'importe quelle dimension, si c'est la drogue, si c'est la prostitution, si c'est... Bref, tout ce qui apporte la dévalorisation humaine. Donc... Merci pour tout. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette première édition de Check-up pour le compte de la nouvelle saison. Et avec notre invité, vous avez compris que les parents ont aussi leur part de responsabilité dans la toxicomanie de leurs enfants. Et le meilleur traitement qu'ils peuvent donner à leurs enfants, c'est de les aimer et de les accompagner dans les solutions de guérison. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Vous pouvez nous faire des suggestions sur la page Facebook de l'émission Check-up sur Canal 2 International. Bonne journée.